Vous montez un restaurant, vous faites un plat, vous êtes la seule à faire ce plat. Tous les gens de la ville viennent chez vous. Vous mettez le prix que vous voulez. Vous avez un apprenti qui a appris à faire ce plat, qui grâce à ça a monté un autre restaurant un peu plus loin. Votre prix chute. Il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un cinquième. Plus il y en a, plus ça chute. Votre valeur, ce n'est pas sur ce que vous savez faire, ni bien faire, c'est ce que vous faites et que les autres ne font pas. Si vous payez un billet de concert très cher, c'est parce que la personne qui monte sur scène, c'est la seule à le faire et elle met le prix qu'elle veut. Votre valeur, c'est sur ce que vous faites mieux et exceptionnellement bien et que les autres ne font pas. J'insiste bien, et que les autres ne font pas. J'ai mis en titre, qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une excellente équipe ? C'est ce point-là en fait. Si vous prenez des gens qui ont tous une bonne compétence, qui sont compétents, qui sont excellents, et que vous les réunissez, vous avez une bonne équipe. Qu'est-ce qui fait que vous avez une équipe exceptionnelle ? C'est quand dans cette équipe, vous avez des gens qui font ce que les autres ne font pas. Et quand vous faites cette chose que les autres ne font pas et que vous le faites avec plaisir, que vous voyez l'intérêt, vous avez deux retours. La fierté dans votre travail et le retour des autres qui vous remercient pour ce que vous faites, puisque vous leur apportez quelque chose qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a une réflexion que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, sur le 1% en plus. Le 1% en plus, c'est de se dire, chaque jour, est-ce que je peux faire 1% mieux que ce que j'ai fait hier ? 1%, pas grand-chose. Mais est-ce que je peux faire un peu plus ? Et je veux l'opposer à la facilité de faire 1% en moins. C'est facile de faire 1% en moins. Chaque jour, je travaille. Et quand je travaille, tout devient plus facile. Parce que je répète. Plus je répète, plus c'est facile. Et puis comme c'est facile, et puis que je prends des habitudes de facilité, je vais rentrer dans une habitude de facilité où peut-être je fais un peu moins bien, ou si je ne progresse plus, quelque part, je régresse. Et c'est comme ça qu'on glisse dans la médiocrité. Et je vais insister là-dessus parce que je crois que c'est un fléau, il y en a plusieurs, hein, mais c'est un des fléaux de notre société aujourd'hui. C'est que notre société devient médiocre. On se contente du médiocre. C'est bien ce que tu as fait. Tu pourrais faire mieux. Oui, mais ça passe. Ça suffit. Oui, tu pourrais faire mieux. Oui, mais ça passe. Dans les années 80-90, il y avait l'employé du mois. Ça se trouvait un peu partout, l'employé du mois. Vous savez pourquoi ça a disparu ? Alors, exactement, pour l'ambiance que ça mettait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui arrivent en disant « Hey, pourquoi c'est toujours lui le premier ?» Et les gens ont dit « Ouais, t'as raison, on va enlever ça pour équiter. » C'était quoi la réponse qu'il fallait donner à ce moment-là ? Donc, bouge tes fesses, quoi. C'est très très bien que pour les enfants, on ne se batte plus pour qu'ils soient numéro 1. Parce que quand on n'est pas numéro 1 et qu'on a un enfant qui rentre à la maison parce qu'il n'a pas été premier et qu'il en pleure, c'est dommage, c'est triste. Le problème, c'est qu'on a dit, écoute, c'est pas grave si t'es pas numéro 1. Il y en a qu'un de numéro 1, t'es deuxième, t'es troisième, c'est super, c'est très bien. T'es pas deuxième, t'es pas troisième, écoute, t'es pas sur le podium. T'es quatrième, cinquième, c'est bien. T'es pas dans les 5 premiers, t'es dans les premières moitiés. T'es dans les premières moitiés. Tu fais mieux que la moitié des gens. T'es pas dans la première moitié, t'as participé. Au moins, t'étais avec, t'as fait l'effort, t'es allé jusqu'au bout, t'as fini. Ah, t'as pas fini. Et c'est pas grave, tu t'es lancé, t'as essayé de le faire. Ah, tu l'as pas fait, mais tu voulais le faire. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Vous voyez comme ça glisse ? L'important, c'est de pas apprendre à « c'est pas grave de pas être premier ». C'est que c'est pas grave de ne pas l'être quand tu apprends quelque chose de ça. J'ai fait beaucoup de sport, j'en fais encore beaucoup, mais j'ai fait du sport de compétition avec des équipes, avec des potes, parce que c'est devenu des potes. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le sport, c'est que ça vous apprend à perdre. Ça vous apprend à perdre. T'as perdu ? So what ? Pourquoi t'as perdu ? L'autre, il était trop fort. Pourquoi il était trop fort ? Il s'est mis en train avec toi. T'as deux options. T'arrêtes le sport, tu changes de sport. La boxe, c'est nul, j'irai faire du judo. T'auras le même problème. Ou tu te bouges, tu t'entraînes plus, tu copies ce qu'il fait. Teddy Riner, à votre avis, est-ce qu'il a gagné tous ses combats ? Teddy Riner, grand comme ça, il a pris des claques.
Après, grand comme ça, il en a mis. Ça, c'est autre chose. Ça, il y a quand même quelques prédispositions, monsieur. Mais c'est un lien direct. Les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses, elles arrivent parce qu'on les cherche, parce qu'on les fait. Et donc, qu'est-ce qui fait une équipe exceptionnelle? C'est ceux qui vont aller chercher ce 1%, ce truc en plus. Pourquoi je voulais parler de ça dans votre cas? Parce que vous allez tous être des spécialistes dans votre structure, dans votre société, dans votre poste. J'ai bien écouté ce matin. Vous avez tous des tâches différentes et complémentaires. Complémentaires. Il y a quelques tâches où vous allez être 1, 2, 3 à pouvoir le faire aussi, parce que vous ne pouvez pas être H24. Il y a aussi des tâches où vous allez, vous, avoir votre mission, et que votre mission, elle sert pour tous les autres. Votre mission, elle sert pour tous les autres. Si votre mission, vous la faites bien, elle sert tout le monde. Si votre mission, vous la faites médiocre, elle va avoir un impact sur tout le reste. Qu'est-ce qui fait que demain, votre boîte se portera bien? Je ne dis pas sera la meilleure. Mais qu'est-ce qui fait que votre boîte se portera bien et que votre quotidien sera facile? C'est que tout le monde fera son job. Vous connaissez l'expression, ça date d'il y a longtemps. Comment on mesure la force d'une chaîne? Au maillon le plus faible. Si vous tirez sur une chaîne, quand elle pète, c'est le maillon le plus faible qui a pété. Donc si vous avez des gens dans l'équipe qui sont un peu en retard, ça va se répercuter sur tout le reste. C'est ça qui fait le retard. Si par contre, tous dans votre travail aujourd'hui, quand vous commencez, que ça soit parce que vous venez d'arriver, parce qu'il y a une relance, parce qu'il y a une dynamique nouvelle, et qu'à chaque fois vous dites comment je peux faire pour que dans mon job, dans mon poste, dans ma situation, je sois le plus efficace possible, vous serez efficace pour tout le monde et vous servirez à tout le monde. Comme votre quotidien sera plus facile, vos actions, votre travail sera plus simple. Si votre travail est plus simple, on y prend plus de plaisir. Si vous venez avec du plaisir au travail, c'est un élément du bonheur. Parce que si ça se passe bien au travail, vous allez ramener ce bonheur à la maison. Quand on rentre le soir et qu'on est content de sa journée, le reste de la famille en profite. Quand la journée s'est mal passée, qu'on fait la gueule, et qu'en plus on a envie de raconter à tout le monde comment ça a été pourri, tout le monde est content à la maison. Et si ça se passe bien à la maison, j'ai d'autant plus d'énergie et de plaisir quand je vais travailler. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, et je trouvais ça très inspirant, il n'y a pas d'équilibre vie privée, vie pro, tant que les deux ne sont pas réussis. C'est con, on cherche tous l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le curseur, il se déplace en fonction des indices, on le cherche tous. Mais si tu ne t'éclates pas dans ton travail, tu peux avoir la vie que tu veux, ça va te pourrir ta vie à toi, ta vie perso. Si ta vie perso est pas top, tu peux avoir le boulot que tu veux, tu vas t'y réfugier, tu vas faire un addict du travail, workaholic, mais tu ne vas pas t'éclater non plus, il manquera quelque chose. Les deux sont nécessaires. Et je parle justement de tout ça parce qu'aujourd'hui, et alors c'est le cœur de mon métier en ce moment, tout évolue très vite. Tout évolue très vite. La difficulté principale que vous allez rencontrer, elle est pas liée à votre compétence métier. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. On vient de voir, vous avez fait un bilan, il y a des projets pour l'année qui vient, etc. Et je vous garantis que la relation entre vous, la relation avec vos patients, la relation avec vos fournisseurs, la relation avec les concurrents, tout va bouger de plus en plus vite. Et Darwin disait, il y a déjà un moment, celui qui réussit, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui a les plus grandes dents, c'est celui qui s'adapte le mieux à son environnement. Tous les autres disparaissent. C'est la même chose pour l'entreprise. Les entreprises qui s'adaptent, grandissent, évoluent, pas de souci. Les entreprises qui disent, nous, on est des mammouths, on a des habitudes, on est bien, on est posé, on sait comment ça se passe, et le monde va s'organiser autour de nous, elles ont disparu. Polaroid, Nokia, des numéros 1 qui ont disparu. Alors qu'en plus, Nokia, c'est le premier à avoir inventé l'appareil photo digital. Ils ont un peu raté le truc, quoi. Parce qu'ils ne se sont pas adaptés assez vite. Vos problèmes ne viendront pas de votre compétence. Vos problèmes vont venir de votre capacité à vous adapter à l'environnement, aux évolutions de l'environnement, et à faire que votre job, votre part, dans son évolution, ne vienne pas pénaliser l'ensemble.
Parce que certains vont être plus impactés que d'autres par l'évolution. Il y a des évolutions très rapides qui arrivent. Très, très rapides. Ça s'appelle l'IA. Ça s'appelle l'IA. Il y en a qui vont être plus protégés plus longtemps. Vous en faites pas, les robots arrivent pour vous. Et puis il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus rapide. On estime que la révolution industrielle a mis 100 ans à se mettre en place. 1900-2000. Regardez toutes les images, les photos que vous pouvez trouver, regardez comment le monde fonctionnait en 1900. En 1900, je crois que plus de 80% des gens étaient des agriculteurs qui nourrissaient les autres. Aujourd'hui, 6% de la planète sont des agriculteurs qui nourrissent tous les autres. 1900-2000. Deuxième révolution, révolution informatique, 2000-2025. Regardez comment on travaillait en 2000, regardez comment aujourd'hui on travaille. Regardez les outils qu'on a. On parlait, je me déplace de moins en moins, je fais tout en distanciel. J'ai un écran qui est plus grand que la télé que j'avais dans mon salon avant, qui est épais comme ça, je ne raconte pas l'autre, et je me connecte avec des gens qui sont partout sur la planète, en direct, comme s'ils étaient à côté. Enfin, c'est extraordinaire. Le son, la qualité, l'image, top. 2000-2025, les emails, le téléphone portable, l'IA commence à pointer doucement. C'est ce qu'on appelle une révolution. Si on revenait en 2000 pour travailler, certains d'ici ne survivraient pas. Ça, c'est un mot gentil pour les vieux. Je me concerne, hein, je me sens concerné. Ce que je veux insister, 1900-2000, regardez comment tout a changé. 2000-2025, regardez comme tout a changé. Dans un cas, ça a pris 100 ans. Dans l'autre cas, ça a pris 25 ans. On estime que la révolution IA, c'est 3 ans. 3 ans. Et elle a commencé. C'est-à-dire qu'il faut bien vous mettre dans la tête que le changement qu'il y aura dans 3 ans est aussi violent, aussi radical, aussi important que ce que je viens de vous dire sur l'informatique ou l'agriculture. L'année prochaine, Apple va sortir une espèce de pin que je mettrai là, à la place de mon micro, un pin, qui va enregistrer en vidéo et en son toute votre journée. Et qui sera connecté à votre téléphone, qui va être couplé à une IA, et qui fait que vous pourrez lui demander j'ai vu qui aujourd'hui à 14h, on a parlé de quoi? Qui est-ce qui se rappelle de plus de 15 numéros de téléphone ici? 10. 5. Si on prend des encore plus jeunes, désolé pour vous, 0. 0. Le point positif, et il y a un vrai point positif, on s'est rendu compte que la capacité de travail du cerveau, elle est limitée. Elle est extraordinaire, on voit bien quand on compare avec l'informatique, etc., elle est quand même extraordinaire. Mais quand vous êtes surchargé d'informations inutiles, vous réfléchissez moins bien. Et donc, on libère de la place pour avoir plus de puissance de calcul. C'est pas mal. On a un ordinateur de plus en plus puissant, on fait de la place pour le calcul, mais il y a de moins en moins de données dedans. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Parce que la mémoire, elle est en train de prendre une claque. Encore une fois, pourquoi je vous amène tout ça? Parce que je dis, moi, mon objectif, c'est de vous amener à réfléchir à ce qui va se passer. Pourquoi c'est un sujet qui, moi, me passionne? C'est parce que dans l'évolution que vous allez avoir, certains ici sont managers, certains ne le sont pas encore. Je vous souhaite que l'entreprise se développe. Et si elle se développe, vous allez embaucher des gens. Si vous embauchez des gens, vous allez devoir les encadrer. Si vous les encadrez, vous devenez manager. Qui a déjà une formation management ici? Une minorité. Ceux qui ont une formation management qui a plus de 5 ans, elle est dépassée. Et les outils qu'on vous a donnés sont peut-être plus applicables. Ou en tout cas pas en l'état. Parce qu'il y a un truc, ça s'appelle Covid, qui est passé entre-temps. Quand vous avez des gens qui ont passé 1 an, 2 ans, sans contact direct avec les gens, et que vous leur dites, maintenant tu viens travailler. Ils disent, je comprends pas, je travaillais déjà. Non mais viens au bureau travailler. Je comprends pas, je travaillais de chez moi, donc c'est quoi le rapport? C'est que si tu viens pas au travail, tu travailles pas vraiment. Comment je dois le prendre? Ce que tu me dis, ça fait 2 ans que je travaille en fait. Et on a une incompréhension. Et moi, j'ai un manager qui n'est pas à l'aise parce que j'ai pas les gens sur place. Puis j'ai quelqu'un qui dit, je ne vois pas l'intérêt d'aller sur place. Les deux ont raison. Les deux ont raison. Mais les deux ne s'entendent pas.
Je peux parler des réseaux sociaux. Là, je me limite parce qu'après, je suis parti pour 2h30. Les réseaux sociaux, je ne sais plus qui disait « Si tu veux être malheureux, compare-toi aux autres ». Il faut que je retrouve la citation. Mais si tu veux être malheureux, compare-toi aux autres. C'est quoi l'intérêt des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On se compare. Pourquoi les jeunes sont aussi tristes, aussi malheureux? Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que les autres ont réussi et à se rendre compte de la distance qu'il faudrait pour qu'eux y arrivent en disant ah, « même pas la peine que j'essaye. Ça vaut même pas la peine. » Si j'ai des gens proches, parce que j'ai un grand frère, parce que j'ai des parents, parce que j'ai des potes, qui sont là pour me pousser, il y a des gens qui vont dire « Viens, essaye quand même. » Si je suis tout seul chez moi, 4 heures par jour à surfer sur les réseaux et à voir ce que je n'arriverai pas à faire, plus le temps passe, moins j'y crois, moins j'ai envie. Il y a un lien avec la confiance en soi. Si j'ai une confiance en moi suffisante, tout ce que les autres ont réussi, pourquoi j'y arriverai pas? Ils l'ont fait, je peux le faire. 2 bras, 2 jambes, une tête, moi aussi. Si j'y crois, je le fais. Si j'ai moins de confiance en moi, c'est plus compliqué. Et si quand je sors de ma chambre, je vais dire à mes parents, je vais faire le tour du monde, je vais aller en Australie, et qu'ils me disent, t'arriveras pas, eh ben je vais retourner dans ma chambre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que vous allez avoir dans les gens que vous allez embaucher dans les années à venir. Vous avez des gens qui vont être partants à fond et qui vont être ravis de tout ce que vous allez proposer. Et puis il y a des gens qui vont venir qui sont déjà perdants et qui vous disent mais je suis là, pourquoi? Il faut que je gagne de l'argent. Point. Les résultats sont le produit de la compétence et du bien-être. Si j'ai quelqu'un qui est compétent et bien dans ses baskets, il fait son job et il le fait avec plaisir. Si j'ai quelqu'un qui est bien dans ses baskets, mais qui n'est pas compétent, il est sympa. Mais parfois un peu relou quand même, puis il faut que je rattrape ces trucs. Et puis... Alors il y a la période de formation, c'est normal. Il faut bien le former, il faut qu'il progresse, il faut qu'il grandisse. Mais si à un moment il n'enclenche pas et il ne prend pas sur lui sa responsabilité pour chercher à être dans une zone exceptionnelle qui va servir à tous, vous allez passer votre temps à traîner un boulet très sympa, mais un boulet quand même. S'il est très compétent, mais pas bien dans ses baskets, pas bien dans son quotidien, ça se traduit par quoi? Alors j'ai même envie de dire, c'est le moins pire. Parce que quand il n'est pas là, il ne fait pas la gueule et il ne me casse pas les pieds. Et ouais. Quelqu'un qui est très compétent, mais qui n'est pas bien dans ses baskets, il est toxique. C'est le gars où on se dit, cette semaine c'est cool, pourquoi? Il est en vacances. Ah ouais, yes. C'est triste. Ça fait sourire, mais c'est triste. Il y a même des toxiques incompétents. Ouais, ça c'est double peine, voilà. Mais ce que je veux dire, si vous ne cherchez pas à développer la compétence et vous ne cherchez pas à développer le bien-être, si vous n'avez que l'un ou que l'autre, vous n'aurez jamais les résultats que vous attendez. Il faut être compétent et bien dans ses baskets pour aller chercher des résultats toujours bons et voire exceptionnels. Un sportif de haut niveau, il est compétent. S'il n'est pas motivé, il perd. Et on sait que ça n'a pas grand-chose. Parce que la compétence des sportifs de très haut niveau, elle est à peu près pareille. Tous disent, quand on est sur la ligne de départ, on est au même niveau. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qu'il y a dans la tête. Celui qui gagne, c'était celui qui était mentalement plus prêt. Par contre, celui qui a la bonne attitude, il a envie d'apprendre la compétence. Celui qui est motivé, celui qui prend plaisir, il va justement avoir envie d'apprendre. C'est plus facile de rendre un incompétent compétent quand il a le sourire que de donner le sourire à un connard. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que dans les gens que vous allez rencontrer, dans les gens que vous allez intégrer dans vos équipes, cherchez l'attitude avant la compétence. Cherchez l'attitude avant la compétence. Prenez pas un incompétent. Alors, vous choisissez, après c'est votre choix. Mais j'ai envie de dire, à compétence égale, l'attitude est très importante. Et j'ai même envie de dire, à compétence inégale, l'attitude peut faire la différence. Parce qu'encore une fois, 1 mois plus tard de formation, j'ai rattrapé la compétence.
Si par contre, au bout d'un mois, on se supporte déjà plus, bonne chance. Combien de fois j'entends dans des entreprises, on a une situation compliquée avec machin, avec un tel, etc. Je dis, mais pourquoi vous l'avez embauché? Et là, la phrase qui tue, on n'avait pas le choix. Ok, c'est mort. Ah, mais tu te rends compte, si on ne le prenait pas, on était en galère pour 3 mois. Ah non, t'es en galère pour 3 ans. Encore une fois, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'à vos postes, à vos situations, vous allez devoir donner votre avis sur tous ces sujets-là. Si vous attendez que votre direction, votre manager choisisse pour vous ce qui est le mieux pour votre quotidien, alors que c'est vous les spécialistes de votre quotidien, vous laissez à quelqu'un d'autre, moins bien placé que vous, le choix de votre avenir. Alors je sais que vos managers sont tous exceptionnels, on est tous d'accord, mais néanmoins, ils ne sont pas dans votre quotidien. Je vois trop d'entreprises où la direction recrute des gens, fait la sélection, passe les CV, et ensuite présente à l'équipe le nouveau qui va faire partie de votre équipe. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont pris le temps, ils ont fait des entretiens, ils en ont fait plusieurs, ils ont peut-être même passé par un cabinet qui a fait l'étude. C'est vous qui allez bosser avec. On vous a demandé votre avis. Et si vous ne l'appréciez pas, quelle que soit la raison, bonne ou pas bonne, ça va être compliqué. Encore plus pour lui que pour vous. Hier, je travaillais avec une société qui me fait intervenir parce que les anciens dégoûtent tous les nouveaux. Tous les nouveaux font entre 3 et 4 mois. Et ce qui est très intéressant, c'est que les anciens, quand on les interroge, ne disent pas « on n'est pas bon sur le recrutement, on n'est pas cool ». Ils disent quoi? Les jeunes, ils n'ont pas envie de travailler. Et ils ne s'en remettent pas du tout en question. Et je leur ai expliqué que la période des survivants est terminée. La période des survivants est terminée. Les survivants, c'est certainement plusieurs d'entre vous qui, dans certainement une autre société, ont été accueillis moyennement bien, à qui on a dit « on est très content de t'avoir avec nous, on t'attendait avec impatience. Voilà ton bureau, voilà ton PC. Alors, ton mail et tes codes, tu les auras normalement dans la semaine. Et tu devrais avoir un téléphone portable d'ici demain ou après-demain. Mais si tu pouvais commencer à bosser maintenant, ça nous arrangerait parce que c'est chaud. » Ça te parle? Bon, ça. Oui, c'est ça. Parce que oui, on lui a dit ce matin que le gars arrivait tout à l'heure. Il disait, mais quoi? Il faudrait qu'il ait un PC pour 10h. Mais il est 9h45. Bah oui. Parce que ça, c'est la première chose. Quand on recrute systématiquement trop tard. On passe l'annonce le moment où on a déjà besoin de la personne. Pourquoi? Parce que justement, parfois, on attend que ça remonte jusqu'à la direction pour que la direction dise, même mince, il faut qu'on embauche quelqu'un. Alors que la personne qui est sur le terrain, elle le sait depuis un moment. À quel moment elle l'a fait remonter, à quel moment elle l'a dit, à quel moment elle a exprimé le besoin, le cadre, la situation, à quel moment il a dit, en plus, il faudrait qu'on anticipe un peu, parce que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on va être dans le mur. Et comme ça ne monte pas, la direction ne prend pas les bonnes décisions. Et je ne peux même pas lui en vouloir, parce que c'est de votre faute. Encore une fois, je suis en train de vous parler de, j'espère, je croise les doigts, ce qui va vous arriver dans les prochains temps, quand ça va se développer, quand ça va grandir. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'un outil d'organisation qui est la matrice d'Eisenhower. Parce que ça parle à certains, à part ceux que j'ai eu en formation. La matrice d'Eisenhower, elle fait la répartition entre ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Et c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que je vois plein de sociétés qui sont gérées, pilotées par l'urgence. C'est l'urgence qui fait qu'on court dans tous les sens. Et généralement, le soir, on fait le bilan de ce qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a finalement pas fait. Donc le matin, on commence par faire une to-do list de tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est important, tout ce qui est important. On commence, on ouvre les emails, et là, les urgences tombent. La plupart du temps, une urgence, c'est la priorité d'un autre.
La plupart du temps, une urgence, c'est la priorité d'un autre. C'est quelqu'un qui a fait sa to-do list le matin et qui a fait «Oh, faut que j'appelle ASV, j'ai oublié. Et comme j'ai oublié de le faire il y a 2 jours, il faudrait qu'il puisse me rendre service maintenant». Et il vous appelle et il vous explique en quoi c'est important et il vous supplie. Et vous prenez tout ce qui était important dans votre to-do list et vous faites passer la priorité de l'autre avant la vôtre. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais je vous dis ça pour que vous réfléchissiez si la priorité de l'autre est plus importante que la vôtre. Juste se poser la question. Ce que vous avez défini comme important, c'est généralement ce qui est important pour vous, votre travail, votre service, votre entreprise. C'est-à-dire que ce qui est important pour l'avenir de votre société. Comme votre client, interne ou externe, ça marche pour les deux, a fait la même chose, il a fait ce qui était important pour lui. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il fallait vous appeler pour que vous fassiez quelque chose pour lui. En fait, vous faites à ce moment-là passer l'avenir du client devant le vôtre. Les clients font appel à vous pour ça. De toute façon, les clients, quelle que soit la société, quel que soit le métier, un client fait appel à vous pour son avenir, parce qu'il a besoin de vous pour perdurer, pour réussir quelque chose, pour aller plus loin. C'est normal. Mais je veux que vous soyez conscient que quand une urgence arrive, c'est probablement la priorité pour l'avenir de quelqu'un d'autre qui vous fait repousser votre propre avenir. Encore une fois, ça veut dire que je ne vais pas dire non à chaque fois, mais ça veut dire que parfois je dois dire non mais. Je défends le non mais avant le oui mais. Parce que quand on dit oui mais, on n'écoute pas le mais en fait. J'ai entendu oui, merci. Quand on dit non mais, j'entends le non et là je tends l'oreille parce que là il me faut quelque chose après. Si est-ce que tu peux me rendre service et m'envoyer le document avant 14h30 ? Non. Mais je peux le faire pour 17h. Là, j'ai l'attention de l'autre. Et on voit si 17h, ça tient la route et comment on peut faire. Si tu dis oui, mais je te promets pas de le faire avant. Oui, mais tu essayes pour 14. Oui, j'essaye pour 14, mais je te promets pas. J'ai pas entendu le mais. Tu m'as dit tu vas essayer pour 14. À 14h42, j'ai un mail comme ça pour m'expliquer, pour me demander pourquoi j'ai toujours pas envoyé. Et je décroche plus le téléphone parce que je sais pourquoi il m'appelle. Donc, non mais. Non mais est plus important que oui mais. Pourquoi il faut apprendre à dire non mais ? Parce que ce client, de très bonne foi, j'insiste, qui vous appelle, qui vous dit « je suis désolé de t'appeler en urgence », c'est sincère, il est vraiment désolé de vous appeler en urgence. J'ai oublié de t'appeler avant-hier et là je suis vraiment dans l'embarras. Le problème, c'est que quand vous allez lui résoudre son problème, il va vous mettre dans la catégorie des gens super top, super réactifs, qu'on peut appeler en dernière minute. Et ça tombe bien parce que dans sa liste à lui, il a des gens qu'on peut appeler en dernière minute, sur qui on peut vraiment compter, parce que putain, SV, ils sont top, ils sont carrés, ils sont bien organisés pour. Et je peux les appeler après tous les autres qu'il faut que j'appelle, parce que eux, si je les appelle pas 2 jours avant, ils m'envoient chier. Vous préférez être en haut de la liste ou en bas de la liste ? Si vous voulez remonter dans la liste, il faut arrêter de dire oui. Je travaille avec des banquiers et on parlait de ça. Et ils me disaient, en plus, ces clients-là, c'est les clients qui, vous savez, l'agence ferme à 18h, tu les vois se garer à 17h52. Ils viennent, ils sont désolés, ils sont vraiment sincères. Et ils reviennent le lendemain pour t'amener des chocolats, pour dire merci pour hier soir, hein, je suis vraiment désolé. Et tu sais plus, en fait. Tu dis, mais en fait, il m'a tellement dit merci, je peux pas lui dire, écoutez, arrêtez. La prochaine fois que vous venez, c'est non. Sauf que le jour où vous dites à cette personne, je suis désolé, aujourd'hui, je ne peux pas vous prendre. Il est 18h, j'ai rendez-vous chez mon médecin à 18h30. Il me faut 25 minutes pour y aller, je ne peux pas. Non, mais vraiment, j'en ai pour nuit. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez revenir demain ? Bah oui, je reviendrai demain. Merci, on se voit demain. Fin. C'est encore mieux si le rendez-vous, vous l'avez pris il y a 4 mois et vous savez que vous n'en avez pas un autre, etc., etc. Parce que parfois, on dit, bah c'est pas grave, je vais prévenir mon médecin. Non. Vous n'aidez personne, ni vous, ni votre client. Donc, quand il y a des choses qui sont prioritaires, donc importantes pour moi, mon service, ma société, et qui sont urgentes,
parce que mon banquier attend un document, parce que je me suis engagé sur une date, parce que j'ai une réunion pour l'avenir de l'entreprise, je dois faire. Je le ramène à chacun de vos niveaux. Alors c'est sûr que j'ai des exemples un peu plus managers, un peu plus dirigeants, mais c'est valable pour chacun de vous. Vous avez votre to-do list, il y a des choses à faire aujourd'hui, je me suis engagé à le faire aujourd'hui. C'est important pour l'équipe, le service de l'entreprise. Je me suis engagé à le faire, je le fais. C'est prioritaire et c'est urgent. Si c'est prioritaire, important pour nous, mais pas urgent, on prend son agenda et on cale. Ah, mais la semaine prochaine, elle est full. Ah, après. Ah, mais la semaine aussi, après, elle est full. Ah, après. Ça vous montre bien que d'ailleurs, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Le temps, souvent, est un problème d'organisation. Pourquoi je dis ça? Vous partez en vacances. Vous avez plein de temps libre. Mais si vous n'avez pas organisé vos vacances, les 2 musées que vous vouliez voir, le coucher de soleil, quand vous revenez, vous avez tout raté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas organisé. Ce n'est pas une question de temps. Si vous voulez faire plein de choses en vacances, vous organisez. Et vous faites tout ce que vous avez prévu. On est en train de parler de la même chose. Mais comme on a décalé plein de trucs sur notre to-do list qui se rallonge pour le client, on rentre dans une spirale où on ne s'en sort jamais. La to-do list, elle se rallonge. Et notre stress augmente en fonction de la longueur de la liste. Parce qu'il y a non seulement ce que vous avez dans la to-do list, puis il y a tout ce que vous avez dans la tête que vous n'avez pas mis sur la to-do list. Et on revient tout à l'heure à la charge avec le cerveau qui n'arrive plus à un moment à tout calculer. Encore autre chose. Donc je planifie. Et aujourd'hui, vous avez des super outils qui vous permettent de planifier 1 an à l'avance. Si vous planifiez un moment, vous dites « Ok, j'ai un sujet, je voudrais vraiment travailler dessus, je veux me poser, je veux avoir un vrai moment de réflexion, je sens que ça va me prendre 2 heures. » Et vous le planifiez parce que vous pouvez dans 1 mois et demi. Prenez votre agenda, vous le bloquez 1 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe dans 1 mois? Quand on va commencer à vous proposer des rendez-vous pour dans 15 jours, et que dans votre agenda, c'est bloqué mercredi de 14 à 16 heures sur la réflexion que vous avez, quand on va vous dire ce que tu es disponible mercredi à 14h30, vous dites non. Si vous ne faites pas ça, vous allez dire oui, puis vous allez vous dire « Ah, cette semaine, j'ai encore pas le temps de travailler sur mon projet. » Et le temps passe vite, hein. Et les choses se décalent de plus en plus. Vous devez avoir une vraie rigueur avec ça. Parce qu'encore une fois, tous ces éléments-là, c'est votre avenir. C'est votre avenir. Si je ne me pose pas un moment pour réfléchir à la fiche de poste du gars que je veux embaucher, si je ne me pose pas un moment pour faire des entretiens avec les gars que je veux embaucher, j'embauche pas. Puis si j'embauche pas, je me mets dans l'embarras. Puis si je suis dans l'embarras, je finis par embaucher à l'arrache parce que tu comprends, j'avais pas le choix. T'as perdu. L'avenir est plus important que votre actualité. J'arrive pas à planifier parce que c'est prioritaire, c'est urgent, c'est bon pour mon avenir. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas prioritaire, on l'a dit, c'est le client. Si c'est pas prioritaire, c'est important pour le client et il faut le servir, le client. Si je n'arrive plus à servir le client, c'est que je peux pas déléguer. J'ai fait de mon mieux. Je suis allé chez des gens, j'ai vu des patients, je me suis organisé. Tout tourne. Et à un moment, les journées sont trop courtes. Les journées deviennent trop courtes. Vous avez 2 options. Divorcer, dormir sur place, pour rallonger du temps, ce qui ne fait que reporter le problème. Ou embaucher des gens pour vous aider sur ce que vous n'arrivez plus à faire. Parce que c'est une des premières raisons pour lesquelles on embauche les gens, c'est qu'on manque de temps. Et on embauche quelqu'un à qui on va déléguer une partie du travail. Et cette partie de travail que je vais déléguer, c'est une partie qui n'est pas stratégique, qui n'est pas importante pour l'avenir de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on répète, que je maîtrise parfaitement. Généralement, c'est pour le service au client. Et je peux expliquer comment fonctionnent les clients, qu'est-ce qu'ils attendent des clients, comment il faut leur répondre, comment il faut s'organiser. Et j'ai même des tips pour chacun des clients. Si tu fais ça, ça va bien se passer. Et quand tu fais ça, je regagne du temps. Le temps est illimité à partir du moment où je peux déléguer. Si je ne peux pas déléguer, j'ai mal recruté ou j'ai mal formé. Dans les 2 cas, c'est votre responsabilité. Si vous ne pouvez pas déléguer, c'est votre responsabilité. Et puis la dernière case, ma préférée. C'est pas important, c'est pas urgent. Poubelle.
Le bas de la to-do list, avec les 6 points que vous reportez de journée en journée sur la to-do list de demain. Poubelle. Si c'est important, ça ressortira plus tard. Si c'est pas important, c'est juste en train de vous pourrir la tête. Encore une fois, tout ça, je voulais vous le montrer pour que, à vos niveaux, chacun, vous ayez cette réflexion sur l'urgence. L'entreprise va se développer, l'entreprise va grandir, vos journées vont être de plus en plus remplies. Il y aura les urgences parce qu'il y a les demandes des clients. C'est normal. Clients internes, clients externes. Vous allez avoir de l'urgence de clients externes qui sont ravis de travailler avec vous et qui vont vous demander de grandir. Et vous allez avoir de l'urgence de clients internes qui vous appellent parce que dans leur service, c'est compliqué. Pour X raisons, on a pris du retard, ça se répercute. Et ça sera toujours pareil. Mais vous devez avoir ça en tête pour vous dire qu'est-ce que je fais? Je réponds à l'urgence ou je réfléchis? L'urgence doit être un déclencheur de réflexion. L'urgence doit être un déclencheur de réflexion. Si je suis dans l'urgence, c'est que je n'ai pas assez anticipé. Mais je ne pouvais pas anticiper. Peut-être. Peut-être. Et je dis bien peut-être parce qu'à chaque fois que je rentre dans le détail de c'était quoi ton urgence et qu'on gratte un peu, on se rend compte qu'on pouvait anticiper. Même si vous êtes dans le domaine médical, vous n'êtes pas au service des urgences, vous n'êtes pas pompier. Il y a des situations, il y aura des cas. Mais l'urgence ne doit pas être une excuse à plein de choses. L'urgence doit être exceptionnelle, doit être canalisée, en le sens où on se réserve du temps pour elle, mais ce n'est pas un mode de fonctionnement. Si votre mode de fonctionnement, c'est de traiter les urgences les unes après les autres en expliquant tous les jours que vous n'avez pas le temps de faire autre chose, il y a un truc qui n'est pas normal. Et dans ce cas-là, il va falloir aller chercher des conseils auprès d'autres, parce que je ne doute pas que vous faites de votre mieux. Et faire de son mieux ne veut pas dire que vous faites bien. Ganbaru, c'est du japonais. C'est le principe de faire de son mieux ce qu'on fait. Vous avez déjà vu les Japonais, ils sont un peu extrêmes quand même. Hein. Mais quand ils font un truc, ils disent tant qu'à faire, fais-le bien. Tant qu'à faire, fais-le bien. Fais de ton mieux. Sauf qu'il y a un paradoxe, c'est que quand on fait de son mieux, on ne voit pas comment faire encore mieux. Vous faites un bricolage chez vous. Il y a un meuble qui s'est cassé la figure, vous bricolez un truc. Et si vous êtes bricoleur comme moi, ça va se voir. Je le sais. Donc quand j'ai un pote qui vient et qui fait « c'est quoi ce bricolage ?» Ouais, bon, je le prends avec le sourire. Je sais que c'est pas top. Je sais que je pourrais faire mieux. Je sais que j'ai pas mis tout ce qu'il fallait, toute l'énergie. J'ai pas pris le temps de réfléchir, je suis pas allé chercher. J'ai fait un truc, c'était pas top, c'était médiocre, je le sais. Quand mon pote me le dit, je le prends avec le sourire. Il m'apprend rien parce que je le sais déjà. Par contre, ça me fait plaisir de recevoir ce pote et je lui fais à manger. J'ai fait un plat que je fais pour la première fois. Je me suis appliqué. J'ai trouvé dans un restaurant, je trouvais ça extraordinaire. J'ai trouvé la recette, je l'ai fait. Et franchement, je suis content. Au restaurant, c'était bon. Ce que j'ai fait, c'est aussi bon. Il se trouve que mon pote, lui, il l'a mangé dans le pays d'origine. Et mon plat, il est bien, mais c'est pas... Enfin, il connaît autre chose, quoi. Et il me le dit. Super. En plus, pour une première fois, top. Mais ça pourrait être meilleur. Putain, comment il peut me dire ça? J'ai fait de mon mieux. Je ne vois pas comment faire mieux, je ne savais même pas que mieux était possible. C'est là où j'ai le plus besoin de la critique. C'est là où j'ai le plus besoin de la critique. Ben, c'est là où je la prends le plus mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez compter sur les uns et sur les autres pour vous faire remarquer quand vous avez fait de votre mieux et que ce n'est pas suffisant. Si quand l'autre vient vous dire ah, « c'est pas top » et que vous l'envoyez bouler parce que ça vous a heurté, touché, il ne reviendra plus vous le dire. S'il ne vient plus vous le dire, vous ne progressez plus. Si vous ne progressez plus, on devient médiocre. Et c'est un des défauts de notre société. Un des défauts de notre société, c'est qu'on n'ose plus rien dire à personne. Comment il va le prendre? Mal. Ah bah je lui dis pas alors. Bah, il ne progressera pas. Vous avez des enfants? Qu'est-ce qui se passe si à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas avec nos enfants, on ne dit rien? Parce qu'on ne voudrait pas qu'ils se fâchent. On ne voudrait pas qu'il ait de la peine. On ne voudrait pas qu'il m'aime plus.
Ah bah ça rend service à personne, hein. Puis pas à la société de demain. Si je suis prêt à faire tout ce qu'il faut avec ma fille, avec mon enfant, dans son intérêt, y compris lui faire de la peine, y compris la faire pleurer malheureusement, bah, j'ai encore moins de mal à le faire avec quelqu'un d'autre, hein. Parce que ça me fait moins de peine de vous faire pleurer que de faire pleurer ma fille. Mais je sais que si je ne fais pas pleurer ma fille quand c'est nécessaire, pour elle, pour notre avenir, pour ma relation, ma fille, elle a 13 ans. Je me prends autant de fois la tête avec elle qu'il faut, parce qu'à son âge, elle m'écoute encore. Si je commence à dire que je ne suis pas d'accord quand elle aura 15, 16, 17, qu'elle aura un petit copain qui aura plus raison que moi, je ne l'aime pas, je ne le connais pas, je ne l'aime pas. Ça va être compliqué. Il est plus facile d'empêcher la dérive que de la rattraper. Un des piliers de mon travail, une des sources de mon travail, c'est le non-dit. Je ne dis pas quelque chose à quelqu'un parce que j'ai la flemme, parce que je ne veux pas lui faire de la peine, parce que je ne veux pas qu'on se fâche, parce que plein de raisons, toutes bonnes, hein. Gardez-en un peu de ce non-dit. C'est mon travail dans 2 ans. Vous m'appellerez pour me dire on n'y arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne communique pas, parce que j'ose pas lui dire, parce qu'il le prend mal. Vous avez un nouveau collaborateur qui arrive. Il fait un truc qui ne vous plaît pas dans sa façon de faire, parce qu'il ne dit pas bonjour le matin, parce qu'il est en retard, ou dans son travail, parce que vous l'avez embauché pour un boulot, puis ça se passe pas bien. Vous allez voir, vous dites que je suis désolé, mais il faut que je te parle d'un truc. Et la plupart du temps, il écoute, il vous dit je vais faire attention, je vais faire un effort. Tout de suite. Sauf que qu'est-ce qu'on fait très souvent ? Il vient d'arriver, je ne vais pas passer pour le méchant, je ne vais rien dire. Avec un peu de chance, il va s'améliorer tout seul. Il va faire attention, il va faire un progrès. Est-ce que vous pensez qu'il fait mal et qu'il le fait exprès ? Lui, il fait ce qu'il pense suffisant. Je dis rien, il n'y a aucune chance que ça change. Il va continuer à le faire. C'était anecdotique, ça devient irritant, ça devient agaçant, ça devient insupportable, et ça finit par sortir au mauvais moment avec les mauvais mots. Le non-dit pourrit toujours. Donc je vous demande, autant que possible, d'aller voir les uns et les autres pour leur dire quand c'est bien et aussi leur dire quand c'est pas bien. Parce que tout le monde, tous, vous faites et vous allez faire de votre mieux. Et comme vous allez faire de votre mieux, vous ne verrez pas comment faire mieux sans le regard des autres. Et j'insiste, le regard des autres va piquer. Je décide de prendre un coach sportif parce que l'entraînement que je fais ne me convient pas. Si c'est un bon coach sportif, vous allez le maudire. Si vous ne le maudissez pas et que le lendemain vous n'avez pas de courbature, changez de coach, il ne vous a rien apporté. Quelqu'un qui va vous faire grandir va vous mettre dans une situation d'inconfort. Quelqu'un qui va vous faire grandir va créer un malaise. C'est parce qu'il y a un malaise que vous allez vouloir le corriger, et en corrigeant, vous allez grandir. Si vous ne voulez pas rentrer dans la relation, dans le malaise que vous allez créer, vous allez rentrer dans le non-dit. C'est au choix. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui allait se passer dans un cas comme dans l'autre. Gambaru, faire de son mieux et le faire bien. Et gambate, ça veut dire fais de ton mieux. Et c'est ce que je vous demande de faire les uns avec les autres à partir d'aujourd'hui. C'est de donner le coup de pouce, voire le coup de pied, nécessaire à l'autre pour faire mieux. Gambater pour faire de son mieux. Et comme on n'est pas des sauvages, vous rajoutez kudasai, qui veut dire s'il te plaît. Ok ? Vous pensez quoi de tout ça ? On n'est pas fait pour vivre seul. Si nos ancêtres avaient été des loups solitaires, ils auraient été bouffés par des trucs plus rapides, plus méchants et plus affamés qu'eux. Pourquoi on a survécu ? Parce qu'on a travaillé ensemble. La confiance est certainement le critère le plus important pour la survie d'un groupe, que ce soit nos ancêtres ou une société. Si la confiance est là, tout est possible. Parce qu'on va pouvoir se critiquer, donc grandir, s'appuyer sur les uns sur les autres. Si vous avez confiance dans quelqu'un, quoi qu'il vous dise, vous le prenez bien. Votre meilleur ami vient vous critiquer. Pas sur la coupe de cheveux, moi je suis tranquille.
mais vient vous critiquer sur votre lunette, sur la manière de vous tenir, n'importe. Ça pique, mais vous dites, bon, s'il me dit, si elle me le dit, c'est qu'il y a du vrai. Et je vais faire attention, je vais faire un effort. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, voire quelqu'un dont vous vous méfiez, vient vous faire un compliment. Il me veut quoi, lui? La confiance est le préalable à tout ce qu'on a dit. S'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Donc on doit d'abord créer une relation de confiance avant de pouvoir aller plus loin. Et une erreur qu'on fait souvent quand on démarre en entreprise, c'est quand il y a un nouveau qui arrive, il y a une phrase, je la sors, je crois, une fois par jour, cette phrase, qu'on ne doit plus jamais utiliser. Bon, écoute, si t'as un problème, tu viens me voir. Démerde-toi, et quand ça pue, viens me voir. C'est trop tard. Et s'il fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, à un moment, il se dit, mais en fait, je suis nul, quoi. Et 4e jour, il vous dit, écoute, j'ai pas envie de revenir, je prends 0 plaisir dans le travail. Si je l'accueille, si je l'accompagne, si je le fais réussir le 1er, le 2e, le 3e jour, il va prendre du plaisir. J'ai tout fait pour qu'il réussisse. Je lui ai appris ce qu'il fallait pour que ça marche, parce que moi, je sais les risques, je connais les problèmes potentiels. Voire, je suis tombé dans les trous avant lui. Donc, je lui dis comment faire, je lui dis comment faire pour réussir. Je lui apprends ce qu'il faut. Je lui apprends ce qu'il faut. Comme je lui apprends ce qu'il faut, je réduis l'écart entre ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire. Plus l'écart entre ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire est petit, plus il prend de plaisir dans son travail. Vous demandez à un ami de venir vous aider à bricoler le bricolage que vous avez merdé. Lui, c'est son kiff, il adore ça. Il vient. Il dit, tu pourrais venir demain parce que j'ai un problème de plomberie. La plomberie, par contre, ça, il ne connaît pas. Il dit non. Attends, s'il te plaît, j'ai besoin d'un coup de main, viens m'aider. Non, je ne prends pas de plaisir. Si je prends du plaisir, appelez-moi, pas de souci. Mais si je ne prends pas de plaisir, même en me payant, je veux bien le faire une fois, mais au bout d'un moment, je dis non, même en me payant, je ne veux plus. Plus l'écart entre ce que vous savez faire et vous devez faire est petit, plus vous prendrez de plaisir dans votre quotidien. Plus vous réduisez cet écart sur les gens que vous croisez, que vous rencontrez, que vous accompagnez, plus vous améliorez leur quotidien de tous les jours. Le jour où vous arrivez à ce que l'écart soit nul, c'est-à-dire que j'aime faire ce que je dois faire, c'est du bonheur au quotidien. Vous n'éviterez pas l'urgence. L'urgence, elle va arriver, elle va vous tomber dessus. J'insiste, c'est pas le pays des bisounours où il n'y aura jamais d'urgence parce qu'on a tout anticipé. C'est pas possible. Il va arriver des choses dans le futur que ni vous ni moi n'avons encore pensé. Donc à un moment, on va être pris de court. L'urgence est juste le déclencheur pour se dire mince, il faut qu'on repense à quelque chose. C'est juste ça. C'est ni grave et c'est au contraire très bien. C'est tellement plus facile de traiter une urgence que de l'anticiper. Et en plus, on va vous féliciter, on va vous remercier, on va vous encourager quand vous aurez éteint un incendie, quand vous aurez réglé un problème, quand vous aurez traité une urgence. Vous êtes super efficace, tellement dans votre rôle, que vous n'avez pas d'urgence, que vous n'avez pas d'incendie, que vous traitez tout à l'avance, que votre service il tourne bien, tout le monde arrive à 9h, part à 17, tranquille. Un jour, on vient vous voir en disant, mais tu payes pourquoi? Ce que j'appelle le syndrome Superman. Tada. Si t'as un problème, tu viens me voir. Surtout, t'hésites pas. Ah, qu'est-ce que t'es fort. Je sais, c'est moi le chef. Et ça me rassure. Et c'est les mêmes personnes qui, 2 ans après, viennent me voir en disant, on peut faire quelque chose parce que moi, j'ai que des gens qui sont pas foutus de prendre une décision, qui passent leur temps à venir dans le bureau pour un oui, pour un non. Et moi, je m'en sors plus. Et je peux pas faire mon travail. Je commence mon travail quand tout le monde est parti. Eh mais c'est ce que tu as fait. Tu leur as dit, venez me voir. Donc, ils le font. En plus, après, ils reviennent te voir pour te dire, t'as vu, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Ouais, cool. Parce que quand ils reviennent, c'est pour avoir la reconnaissance de j'ai fait le boulot. L'image. Qu'est-ce que fait un enfant quand il a fini de ranger sa chambre? Première chose. Viens voir. Et si tu n'y vas pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, tu y vas, tu dis mais t'as pas rangé ta chambre? Bah non. Pourquoi? Les mécaniques sont très simples. On a plein de mauvaises habitudes qui nous amènent là où on ne veut pas. Mais comme on est dans l'urgence, on ne prend pas le temps de réfléchir à tout ça. Donc comme moi-même, je ne suis pas capable de tout résoudre dans votre tête aujourd'hui sur toutes vos habitudes, je voulais juste vous amener à réfléchir à ça. Parce que plus vous allez réfléchir, moins vous aurez de mauvaises surprises dans les mois qui viennent. Que ça soit par le développement de votre entreprise, que ça soit par le développement de la société dans laquelle est votre entreprise.
Et chacun de vous a un rôle par rapport à ça. Si je décide de partir en mer et de prendre un équipage, je vais m'entourer de gens qui sont tous responsables et autonomes. Je les ai pris pour une fonction. Ils remplissent une fonction sur mon bateau. Et c'est parce que je sais qu'ils vont remplir cette fonction bien, en bonne connaissance avec la compétence, que moi, je suis serein. Si je dois passer mon temps à aller vérifier que chacun fait ou que je rattrape ce que les autres n'ont pas fait sur mon bateau, on va tous mourir. Il y a beaucoup de sociétés qui ont pu fonctionner comme ça pendant un moment. Et ça a été entretenu. Ça fait 25 ans que je fais du conseil et de la formation. Ce que je raconte aujourd'hui, ce n'est pas ce que je racontais il y a 25 ans. Et les gens que j'ai en face de moi aujourd'hui ne sont pas les gens qui avaient il y a 25 ans. Et les gens qui avaient il y a 25 ans me disaient, moi, mon chef m'a expliqué, il y a une plaque, il y a une plaque que je voyais dans les entreprises et que certains ont certainement croisée. Règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, en cas de doute, référez-vous à la règle numéro 1. Vous remettez cette plaque dans des entreprises aujourd'hui, imaginez ce qui se passe. Il n'y a plus de boîte. D'accord ? Il y a eu des vraies évolutions. Mais ces gens-là ont été formés au management par des gens qui ne manageaient pas. Pourquoi ils ne manageaient pas ? Parce qu'ils avaient été nommés chefs pour leur savoir, leurs compétences. Leur savoir, c'était leur pouvoir. Et quand quelqu'un avait un problème, ils disaient surtout, ne prends pas d'initiative, viens me voir et je réglerai le problème. Parce que tant que toi, tu ne sais pas, moi, je reste au-dessus. Mais explique-moi comment tu as fait. Non, tu ne comprendras pas. Bah, essaye. Non, c'est pas la peine. Bon, écoute, je vais quand même prendre l'initiative, je vais faire un truc. Je vais t'expliquer pourquoi ce que tu as fait, c'est pas bien et que ce que j'aurais fait, c'était mieux. Des chefs, pas managers. Les managers aujourd'hui sont des gens qui doivent faire grandir les autres. Pourquoi vous devez faire grandir les autres ? Parce que quand ils sont en capacité de faire mieux, vous pouvez faire autre chose. Si vous êtes coincé sur le quotidien des gens que vous payez pour faire un boulot qu'ils n'arrivent pas à faire, bah déjà, pourquoi vous les avez embauchés ? Pourquoi vous les payez ? Puisque vous vous retrouvez à faire le boulot qu'ils devraient faire et vous ne faites toujours pas celui pour lequel vous les avez embauchés pour pouvoir faire le vôtre. Une entreprise, elle grandit parce qu'on fait grandir les gens en dessous de nous qui nous font grandir. Manager, c'est comme être parent. J'ai offert à ma femme un panneau qui dit en gros, la personne qui a le plus grandi quand je suis devenu mère, c'est moi. On fait grandir nos enfants. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut qu'on grandisse aussi. Mais attention, je compte jusqu'à 3 et après je me fâche. 15-16 ans, ça marche moins bien. C'est difficile. Attention, je fais les gros yeux. Donc on a grandi, on a évolué. Et puis quand on a 30, 40 et que nos enfants commencent à être en couple, ont des enfants, on a encore grandi. Je vais plus dire la même chose à mon fils, à ma fille, quand il est lui-même père, quand il est lui-même en couple. On doit grandir en même temps. Bah, c'est la même chose pour vous. Il ne s'agit pas d'une question hiérarchique. Il s'agit d'une question de responsabilité dans votre poste. Si vous êtes responsable dans un poste qui vous plaît, entouré de gens qui font leur job et à qui ça plaît, je vous garantis du bonheur au quotidien. Pas tous les jours. Il faut être honnête, il y a des jours ça ne marche pas. Il y a des jours où on doit s'accrocher, il y a des jours où on doit se dire les choses. Non dit, on se dit les choses. Mais on se dit les choses pour que ça aille mieux demain. Parce que si on ne se le dit pas, demain ce sera pire. Moins vous attendez pour le dire, plus c'est facile. Plus vous attendez, plus ce sera compliqué. Mon frère a une expression que j'aime beaucoup, il dit, il a remplacé reculer pour mieux sauter par reculer pour sauter de plus haut. Plus on attend, moins on a envie d'y aller. Et à un moment, je trouve toutes les excuses du monde pour dire « Ah, c'est bon, je laisse tomber ». Un dernier truc qu'il ne faut pas faire. J'ai quelque chose à lui dire, mais je ne veux pas lui dire parce qu'on va se fâcher. Alors, je vais lui en parler. Je dis, mais t'as vu, Alexis m'a dit ça la semaine dernière. Oui, j'ai remarqué, etc. Et après, ça m'a fait du bien de te parler. Tu vas aller voir Alexis ? Non, c'est bon, ça va mieux. Et quand ça ira pas avec Alexis, j'irai le voir, puis on discutera, puis ça ira mieux. On règle quoi ? Rien. Puis un jour, je dis, tu veux pas aller voir Alexis parce que moi, j'en peux plus, quoi. Et on est entre adultes. Je prends plein d'exemples d'enfants, mais on est entre adultes. Le premier réflexe, c'est de dire, t'es allé dire Alexis ? Ah non, j'ose pas.
Pourquoi t'oses pas? Ah, et comment il va le prendre? Si tu défonces sa porte en arrivant en disant putain, j'en ai marre, Alexis, il va mal le prendre. Comment tu peux faire autrement? Et quand on trouve la manière et que je t'ai aidé à trouver la manière, je dis ok, là je suis prêt à aller le voir. Bah vas-y. Et là, mon rôle, c'est de dire vas-y. Et dans 1 heure, viens me dire comment ça s'est passé. Ouais, non, mais peut-être j'irai plus tard. Non. Dans 1 heure, tu vas me dire comment ça s'est passé. Parce que si je pousse pas, si je le mets pas en inconfort, j'ai passé un bon week-end, c'est bon, je me suis détendu. C'est pas grave. Le problème, il est là, et il pourrit dans son coin, et il prend de l'élan, et il va revenir. Je vais faire juste la distinction client-patient. Je vais pas aller sur le patient, alors volontairement. Je vais pas aller sur le patient parce que vous avez des conditions où, en effet, le yaka faucon, vous êtes à la limite. J'ai beaucoup de clients qui sont pas dans le médical, donc eux, je leur dis arrêtez, l'urgence n'existe pas chez vous. Tu fais de la chaudronnerie, tu fais de la livraison. Non, il n'y a pas d'urgence, c'est pas vrai. Il y a une mauvaise organisation. Vous, ok, vous êtes à la limite, je veux bien le laisser. Il peut y avoir un peu d'urgence, voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est plus de l'organisation réelle. Et un bug de temps en temps. Il y a un bug de temps en temps, ça peut arriver. Mais j'ai bien écouté ce matin, vous avez plus parlé d'organisation, de structuration, pour répondre en temps et en heure. J'ai un client, et le client, lui dire non, c'est compliqué. Au même titre que mes enfants, est-ce que dire oui à toutes les demandes des clients, c'est une bonne chose? Vous allez mourir, vous le savez. Donc il y a des moments où il faudra dire non. Ça, c'est une première chose, c'est sûr. Le client est moins important que le prospect. Et les deux sont moins importants que votre équipe. Le client est moins important que le prospect. Et les deux sont moins importants que votre équipe. Vous perdez tous vos clients. Tous vos clients. C'est la merde. Mais vous avez votre équipe pour accueillir tous les nouveaux clients qui vont arriver. Et certainement en les choisissant autrement. Et on va s'en sortir. Il y aura une période compliquée, mais on va s'en sortir. Je sacrifie mon équipe pour faire plaisir aux clients. Je les use, je les fatigue. Ils partent les uns après les autres. J'ai plus d'équipe, je vais perdre mon client. Et j'ai plus d'équipe pour aller en chercher d'autres. C'est mort. Le prospect, c'est celui qui ramène les clients. Le prospect, c'est celui qui n'est pas encore client. Et il est plus important que le client. Tu déposes ta voiture au garage. Et ton garagiste te dit, écoute, samedi, normalement, pour mercredi, elle est faite. Ok, je prends note, très bien. Et il me rappelle et me dit, écoute, ça va être compliqué, mercredi, j'y arriverai pas. Normalement, vendredi, samedi prochain ou plus tard, c'est fait. Est-ce que vous allez au garage récupérer votre voiture? Non. Il y a peu de chance. Il y a probablement des gens qui vont dire, bouge pas, j'arrive, je prends ma voiture, je vais la mettre ailleurs. Une minorité. Normalement, c'est 20%. Ça s'appelle la loi des 20-80. 80% des gens vont laisser leur voiture en disant, écoute, je prends notre jeu. C'est OK. Si en plus, mon garagiste me rappelle mardi pour me dire, je t'avais dit que la voiture serait prête samedi au plus tard, vendredi à 15h, elle est dispo si tu veux, je dis, oh, merci. Attends, il vient de te dire qu'il te la rendait plus tard que prévu. Hein. Mais tu vas lui dire merci. Si en plus, il t'explique qu'il a pris du retard parce qu'il a eu un problème avec un mécano, dont il a dû se séparer, ce qui fait qu'il a passé en priorité le fait de trouver un autre mécano pour pouvoir s'occuper de ta voiture et qu'il est très content parce que maintenant, il est un gars super agréable. D'ailleurs, c'est lui qui t'a accueilli avec le sourire. Est-ce que tu changes de garage pour ce retard? Si je peux anticiper, j'anticipe. Ce n'est pas toujours le cas, mais si je peux anticiper. Si j'explique à mon client qu'on va prendre un peu de retard parce qu'on rentre dans une phase de recrutement, parce qu'on a des départs qui n'étaient pas prévus et qu'il y a une difficulté et qu'on le prévient et qu'on dit comment on peut s'organiser ensemble, comment on peut tenir compte de ça. Vous avez 80% des gens qui vont dire voilà ce qu'on pourrait faire, tu peux pas. Et il y a probablement 20% des gens qui disent c'est comme ça, on arrête de travailler ensemble. Mon expérience m'a montré que ces 20%, tôt ou tard, ils vont vous planter. Et en attendant qu'ils vous plantent, il vous coûte du temps et de l'énergie plus que les autres. Il faut juste un courage. Il faut le courage de lui dire, écoutez, ça ne va pas être possible. Mais si je sacrifie mon équipe pour faire plaisir à un client qui demande des choses qui très souvent ne sont pas dans le cadre de ce qu'on avait prévu, parce que si je suis organisé et qu'on respecte ce qui était organisé, je n'ai pas d'urgence. La plupart du temps, l'urgence, c'est un client qui s'y est mal pris, trop tard, au mauvais moment, qui a eu lui-même un problème et qui demande de rattraper son problème. Ça peut arriver. Je peux l'écouter, mais je ne dois pas l'accepter parce que c'est urgent. Prendre 5 minutes de réflexion, ça change tout.
Mais à partir du moment où tu as dit oui, c'est fini. Écoutez, j'entends, je vous rappelle. Pourquoi? J'ai l'émotion qui est montée. Raccroche, tu vas dire une connerie. Je vous rappelle. Ouais, 5 minutes. J'en parle avec les autres. Ils me disaient, bon, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on lui propose et on a une solution. Non, mais. Tout ce que je vous ai raconté, si je prends des exemples avec le sport, si je prends des exemples avec les enfants, si je prends des exemples avec la famille, c'est que le sujet commun de tous mes sujets, c'est l'humain. Pourquoi notre société est en difficulté? Parce qu'on est en train de perdre le fonctionnement humain. Quand je passe 1 heure, 2 heures à chatter avec un ami par SMS et qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, derrière un écran, c'est pas pareil qu'en face. Ben pourquoi tu l'appelles pas? Ah non, je me reste planqué derrière l'écran. En fait, un des problèmes de notre société, c'est qu'on n'apprend plus à être pas d'accord. Et pas d'accord, c'est pas grave. Il y a plein de choses. Ou pas, on a le droit de finir en n'étant pas d'accord. C'est pas parce que je discute avec quelqu'un et qu'il a de bons arguments que je dois être d'accord avec lui. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Ah non. Pourquoi aujourd'hui ça devient compliqué de ne pas être d'accord, enfin d'être d'accord ou pas d'accord? Ça vient de quoi à votre avis? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux ont un tel impact? 8% des Français pensent que la Terre est plate. Ouais. Qui est concerné? Bah, vous ne levez pas la main, je sais, c'est pas grave. Pourquoi je prends cet exemple? C'est un exemple vachement intéressant. 8% des Français, donc on compte en millions quand même, 8% des Français pensent que la Terre est plate. Je vais sur les réseaux sociaux et je vais regarder platiste. Et je vais tomber sur 1, 2, 5, 10 vidéos qui m'expliquent pourquoi la Terre est plate, comment elle est, qui vont vous montrer les cartes, qui vont vous parler du cercle polaire, c'est vachement intéressant, du cercle polaire, de pourquoi la Lune, elle s'allume la nuit, enfin, tout est expliqué, hein. C'est très facile, c'est très clair. Attention, la Terre n'est pas plate, hein. La Terre est plate, mais sur une sphère. D'autres mondes, ouais, ça va super loin. Non, mais les légendes, c'est dépassé, il y a un truc après. On en parle au déjeuner. Et je vais donc avoir des confirmations de ce que je crois. Il n'y a pas l'algorithme qui m'envoie un truc pour dire « Attends, on a quand même vérifié 2-3 trucs et on sait que la Terre est ronde. » Je n'ai pas un parallèle. On va juste me confirmer ce que je crois vraiment. Pourquoi? Parce que le rôle de l'algorithme, c'est de me capter mon temps. Ça n'a rien de nouveau, il ne faut pas cracher sur les réseaux sociaux. La télé faisait pareil avant. L'intérêt de la télé, des chaînes, c'est de capter votre attention pour le temps de la pub. Si je sais que j'ai capté l'attention, je vais aller voir un publicitaire, je lui dis, écoute, voilà, j'ai de l'attention, je connais ma cible, etc. Et je te vends du temps et de l'attention. On a la même chose avec les réseaux sociaux, x10. Je sais qui exactement, la personne qui est derrière l'écran. Et je cible le truc que je lui envoie. Écoute, plutôt que de balancer une pub de notoriété sur ta voiture à je ne sais pas combien de millions de personnes, je te choisis 40 000 personnes qui ont dit dans les 24 dernières heures, j'aimerais bien changer de voiture. Ça t'intéresse? Ah, tu veux du 25-35? Je peux. C'est que ça l'intérêt. Donc, comment je te capte? Donc, pour te capter, si tu aimes bien les vidéos de chat, je t'envoie des vidéos de chat. Si tu crois que la Terre est plate, je t'envoie des trucs sur la Terre est plate. C'est tout. Donc, ça confirme ma croyance. Et quand j'ai un pote qui voit que j'ai liké une vidéo sur les platifs où j'ai fait un commentaire, je vais dans les commentaires, je lui fais déconne pas, wow. Tu vas où là? Et là, sans qu'on soit en face, rien du tout, il me bloque. Il me ghost. Je ne le sais même pas en fait. Zéro friction. Il n'y a pas eu cet échange qui fait qu'à un moment, on peut se remettre en question. On peut dire, peut-être que. Je vais m'enfermer dans ma croyance et ça va être facile. Et toute personne qui n'est pas d'accord, je l'écarte. Et donc, quand ensuite, vous avez quelqu'un qui a passé 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire qu'à 15 ans, il a commencé à être tous les jours sur son téléphone, sur les réseaux, parce que c'est un vrai phénomène social. Demandez à un gamin de sortir des réseaux sociaux. Prenez-lui son téléphone pour voir. Une autre fois, je parlerai de l'addiction au téléphone. L'addiction, ce n'est pas un terme, c'est une réalité, avec la dépendance à la dopamine qui est liée. Et donc, vous avez quelqu'un qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tous les jours, est sur son téléphone. Et crée sa relation au monde
à travers les réseaux sociaux, à travers ses amis, parce qu'il a 2, 3, 4 000 amis qui le suivent. 4 000, je suis très gentil. Hein. On sait que ça peut aller beaucoup plus loin. Quand on a des amis, on sait que plus que 5 ou 6, c'est compliqué, des vrais amis. Donc, et l'autre va vous dire, bah non. Quand tu as un souci, tu vas voir ton pote et tu vas parler à ton pote et ton pote, il te donne son avis et ça va mieux après. Bah, moi, c'est ce que je fais sur les réseaux. Et j'ai mes 4 000 amis qui me répondent et qui me donnent leur avis, puis ça me fait du bien. Et ceux qui me donnent un avis qui ne me convient pas, c'est vachement mieux que mon pote qui me dit depuis tout à l'heure, arrête, tu fais une connerie. Comment ça m'agace ? Là, je vais arrêter de lui demander conseil parce que lui, il n'est jamais d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que je dis tout à l'heure ? Le vrai ami, c'est celui qui va te dire ce que tu ne veux pas entendre, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne crois pas, ce qui est au-delà de ta compréhension. Et on devient médiocre. Voilà pourquoi je suis tellement aigri contre les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre l'outil. Je ne critique jamais l'outil. Les réseaux sociaux, si on regarde au début, Facebook, si vous avez des potes qui sont aux 4 coins du monde, c'est génial. Vous pensez qu'il y aura une évolution Non. Rien faire contre. Mais l'outil en général, que ce soit le téléphone, que ce soit les emails, que ce soit les réseaux sociaux, ce n'est pas l'outil qu'on peut critiquer, c'est l'utilisation de l'outil qu'on peut critiquer. Si sur TikTok, vous trouvez qu'il n'y a que de la merde, c'est parce que des gens ont mis de la merde dedans. Alors, et ce sera ma conclusion, je m'arrête vraiment là-dessus après. Et c'est probablement, pour moi, la petite lueur d'espoir qu'il y a au bout. Aujourd'hui, plus de 50% des contenus des réseaux sociaux, c'est du fake, c'est de l'IA. D'accord ? Plus de 50%. Et ça va s'accélérer. Parce que je suis prêt à mettre n'importe quoi pour, au mieux, avoir de la reconnaissance de quantité, pas de qualité. J'ai envie de dire, au pire, avoir de l'argent. Donc, moi, si c'est mon revenu, si c'est mon gagne-pain, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir mon gagne-pain. Alors, on ne parle plus de morale, de rien du tout. Hein. C'est plus j'ai de contact, plus j'ai de retour, plus je provoque, plus ça marche, plus j'ai d'argent. Moi d'abord. Aucune méchanceté. Moi d'abord. En disant que les gens sont assez intelligents pour garder, pas garder. C'est... Et donc, je pense que l'accélération technique qui nous pend au nez, avec l'IA et le reste, des robots, etc., va remettre de la valeur sur le lien humain. Parce que comme je ne peux plus croire rien, ni la télé, ni les réseaux sociaux, ni certains journaux qui sont en train de se faire enfumer eux aussi, et vous savez que la Russie intervient, etc., en qui je vais croire ? La personne qui est là, la personne que je connais, la personne que je vois tous les jours, la personne que j'ai appris à connaître. Et je pense que la meilleure chose dans tout ça, c'est que ça va recréer du lien. Mais, comme quand on fait du sport, si vous faites du sport, vous faites du vélo, vous arrêtez le vélo, vous y remettez, il se passe quoi ? Ça fait mal. Ça fait mal. Quand on se remet au sport, le pire, c'est de s'y remettre. Si vous n'arrêtez pas, c'est plus facile. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on va quand même passer par une phase où ça va être compliqué. Hein. Je voudrais bien rencontrer que des gens qui sont d'accord avec moi. Ouais, mais ça, c'était que sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, ça marche pas. Ah putain, comment je peux faire ? Tu vas te manger des portes. Aux États-Unis, 25% des moins de 30 ans n'ont jamais demandé à une nana de sortir. Ils le font, soit par les réseaux, etc., mais plus en face. Au Japon, les gens, ils sortent même plus de chez eux. Ouais. Et donc, quand ces gens-là sortent de cette sphère-là, pour plein de raisons, vous allez les récupérer. Ils vont venir dans vos sociétés parce qu'ils ont besoin d'un travail, parce qu'ils ont besoin d'un emploi, parce que papa et maman leur ont dit maintenant tu bouges, parce qu'ils se sont trouvés quelqu'un et qu'enfin ils veulent une autre vie. Sauf qu'on ne leur a pas donné tout le reste avant. Et vous allez dire, c'est compliqué les nouvelles générations. Ouais, mais sauf qu'on va faire avec. On ne peut pas espérer que ça va se rattraper. Ils ont fait de leur mieux. Ils ne voient pas le mal. Quand on est des plus anciens et qu'on voit l'évolution avant le téléphone, avant Internet, etc., on dit, c'est génial, on a plein d'outils, c'est top. Quand tu dis à quelqu'un, arrête les réseaux sociaux, ça te fait du mal. Il te regarde, il fait n'importe quoi. C'est ma normalité. C'est ma normalité. Et donc, si vous n'êtes pas là pour les aider à prendre conscience, un peu comme je viens de le faire là, à les faire réfléchir, à leur donner des idées pour avancer, pour s'en sortir, parce que dire « ce que tu fais, c'est mal, change, t'es gentil. » Je veux bien changer, je fais quoi ? Fais ce qu'il faut.
merci. Si ma fille, elle revient avec un 5 en maths et je lui dis, écoute, ma chérie, fais un effort, il faut que tu fasses quelque chose. Elle va faire l'effort. Hein. Elle va revenir en étant contente. Hein. Papa, j'ai eu 7. Et elle a fait un effort. Si je veux qu'elle ait 12, 13, 14, il faut que je l'aide. Il faut que je lui donne un coup de main. Vous allez devoir donner un coup de main à tous les gens que vous allez croiser. Et pas que dans le travail. Si on veut que notre société aille mieux, je vous demande de prendre soin de tous les gens qui sont autour de vous et de tous les gens que vous allez rencontrer. Si on ne commence pas à prendre soin de nous et des uns des autres parce qu'on a conscience qu'il faut le faire, ça va mal finir. Notre slogan dans notre société, l'humain est la solution à tous nos problèmes. L'humain est la solution à tous nos problèmes, même si parfois il en est la cause. Et pour finir, une entreprise qui réussit, elle ne réussit pas grâce à son produit, son positionnement, son logo, rien. Elle réussit grâce aux équipes qui portent le produit, le service, etc. C'est vous qui ferez le succès de l'entreprise. Pas l'entreprise qui fera votre succès, jamais. Par contre, vous pouvez utiliser l'entreprise pour faire votre succès, mais ce sera à vous de l'apporter. Merci pour votre attention.